Salut mes chers élèves. Pour continuer avec notre cours sur les théorèmes concernant l'interprétation géométrique du nombre dérivé, eh bien, nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons utiliser un nouveau théorème, mais cette fois-ci, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. OK? Voici la définition. Théorème des valeurs intermédiaires. Soit f une fonction continue sur un intervalle k. S'il existe deux éléments a et b, où a est inférieur à b, ou encore un intervalle ab, de k, ok, tels que f2a et f2b soient de signe contraire. Ok, f2a et f2b soient de signe contraire veut dire, si on calcule f2a, ça donne un nombre strictement positif, eh bien, on peut trouver f2b donne un nombre strictement négatif et vice-versa. Ok? Dans ce cas, lorsque f2a et f2b sont de signes contraires, eh bien, on va avoir quand même, si f2a est strictement négatif, f2b est strictement positif. Si f2b est strictement négatif, f2a est strictement positif. Ok? C'est ici qu'on parle de signes contraires. Alors, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Ok, donc, ce qu'on peut dire ici, parfois, certains confondent la signification au moins une solution avec une solution. Au moins une solution pourrait signifier, pourrait avoir la signification une infinité de solutions. Donc, lorsqu'on dit que ça admet au moins une solution, eh bien, cela ne veut pas dire qu'on va supposer que ça donne une solution. Pour être sûr qu'il y a une solution, eh bien, on peut utiliser d'autres informations comme les variations ou le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle donné. Ok, donc si on est sûr que si on sait que ça admet au moins une solution, pour être sûr que cette solution est unique, il faut voir comment est f sur l'intervalle AB. Ok, donc, mais ici c'est une solution au moins. Au moins une solution veut dire qu'on va avoir une au plus petit, mais cependant on pourrait avoir une infinité pourtant. Ok, on commence avec un exercice d'application. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x telle que f de x est égal à 4x cube moins 3x moins 1 demi. A. Calculer f de moins 1, f de moins 1 demi, f de 0 et f de 1. B. En déduire que f de 0, f de x égale à 0 admet trois racines réelles distinctes comprises entre moins 1 et 1. C. Calculer cos 3 alpha en fonction de cos alpha en posant x égale à cos alpha, puis déduire les trois racines de l'équation f de x égale à 0 sous forme trigonométrique. Ok, donc, si on remarque bien la fonction, donc c'est comme de l'eau à boire, le début de l'exercice, mais quand même, nous allons nous trouver quand même dans certaines difficultés si nous ne prenons pas le soin de bien interpréter la situation. Ok, on commence. Donc, le début, c'est simple. Pour calculer f de moins 1, f de moins 1 demi, f de 0 et f de 1, on a la fonction f, on écrit la fonction f. Et bien maintenant, pour calculer f de moins 1, il suffit de remplacer tous les x par moins 1. C'est pourquoi l'on a 4 par moins 1 au cube, moins 3 par moins 1, moins 1 demi. Moins 1 au cube donne moins 1, et bien moins 1 qui se multiplie par 4 donne moins 4. Moins 1 par moins 3, ça donne plus 3, moins 1 demi. Moins 4 plus 3, ça donne moins 1. Moins 1 demi n'est autre que 2 par moins 1 qui donne moins 2. Ajouter 2 moins 1, ça donne moins 3 demi. Donc f de moins 1 donne moins 3 demi. On continue avec f de moins 1 demi. F de moins 1 demi, on remplace tous les x de f par moins 1 demi. C'est pourquoi on a 4 par moins 1 au cube, moins 3 par moins 1. 4 par moins 1 demi au cube, moins 3 par moins 1 demi, moins 1 demi. Maintenant, lorsqu'on élève moins 1 demi au cube, ça donne moins 1. Puisque la puissance est impaire, le signe moins est conservé. 1 au cube donne 1,
2 au cube donne 8. On a 4 par moins 1 huitième. Moins 3 par moins 1 demi, ça donne 3 demi, moins 1 demi. 4 par moins 1 huitième n'est autre que moins 1 demi. En simplifiant par 4, 4 huitièmes, ça donne 1 demi. Donc on a moins 1 demi. Plus 3 demi, moins 1 demi. 3 demi, moins 1 demi n'est autre que 2 demi. Alors on a moins 1 demi plus 2 demi qui donne 1 demi. Donc f de moins 1 demi donne 1 demi. On continue avec f de 0. Pour calculer f de 0, on remplace tous les x de f par 0. Ok, donc ça donne 0 complètement. 0, moins 0, moins 1 demi. Donc f de 0 donne moins 1 demi. Ok, c'est simple pour f de 0. F de 1, on remplace tous les x par 1. Et voilà, on remplace x par 1, c'est 4 par 1 au cube, moins 3 par 1, moins 1 demi. 4, 1 au cube donne 1, une fois 4, 4. Moins 3 par 1, moins 3, moins 1 demi. 4 moins 3 donne 1. 1 moins 1 demi donne 1 demi. Donc on retranche 1 demi de 1, donc c'est 1 demi qui ce que ça donne. Ou encore on fait le dénou commun. 2 par 1 donne 2, 2 moins 1. 2 moins 1 donne 1, donc ça donne 1 demi. Ok, voilà, on a répondu ainsi à la première question. Ok, maintenant pour la deuxième partie de l'exo, on déduit que f de x égale à 0 admet 3 racines réelles distinctes comprises entre moins 1 et 1. Eh bien, normalement, ici, si on remarque ici, on est entre moins 1 et 1, on peut dire de moins 1 à moins 1 demi. Il est vrai que, en partant de moins 1 à moins 1 demi, f part du négatif au positif. Eh bien, on peut dire entre moins 1 et moins 1 demi, suivant le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction f admet au moins une solution entre moins 1 et moins 1 demi. Mais cette solution-là, on ne peut pas dire si au moins une solution peut être est considérée comme une seule solution. Donc, suivant la façon dont on dit 3 racines réelles distinctes, on n'a pas dit au moins 3 racines réelles distinctes. On a dit 3 racines réelles distinctes. 3 racines réelles distinctes veut dire exactement 3 racines réelles distinctes. Eh bien, la théorie nous dit c'est au moins une racine. Eh bien, puisqu'on a au moins une racine ici, cet intervalle uniquement pourrait remplacer même les 3 racines dont on parle. Eh bien, normalement, on n'a pas assez de déformation pour prouver que de moins 1 à moins 1 demi, combien de racines ça admet. Eh bien, nous allons utiliser d'autres procédés. Et si on regarde plus loin, on remarque que de moins 1 demi à 0, ça passe du positif au négatif. Il y a au moins une racine ici entre moins 1 demi et 0. Et de plus, entre 0 et 1, ça passe du négatif au positif. Eh bien, ça admet également au moins une racine entre 0 et 1. Eh bien, on peut dire de façon globale que f de x égale à 0 admet au moins 3 racines réelles distinctes entre moins 1 et 1. Mais maintenant, suivant l'auteur, il faut prouver que f de x égale à 0 admet exactement 3 racines réelles distinctes entre moins 1 et 1. Eh bien, pour ce faire, on n'a qu'à étudier le sens de variation de f entre moins 1 et 1. Eh bien, de ce fait, je pose f de x, ok, et maintenant, je calcule sa dérivée première. La dérivée première donne 12x carré moins 3, ok. Maintenant, j'annule f' de x. 12x carré moins 3 donne 0. 12x carré donne 3. X carré donne 3 douzièmes qui est 1 quart. Maintenant, on tire x puisque x était du second degré. X donne plus ou moins la racine carrée de 1 quart qui donne plus ou moins 1 demi. Maintenant, je prends le soin de placer toutes les valeurs de x de façon croissante. Eh bien, il y avait moins 1 demi, 0, 1, c'est 4 valeurs. Autre que ces 4 valeurs, il y a un demi qui s'y ajoute. Eh bien, normalement, je prends un demi. Il y a à présent 5 valeurs. Eh bien, je dresse le tableau de ci, de f'.
j'étudie ça d'abord sur R et ensuite je déduis ça sur moins 1 et 1. Je mets moins l'infini, moins 1 demi, 0, 1 demi, 1. Il n'y avait pas 1 demi auparavant, mais je calcule et je prends 1 demi parce que 1 demi annule f'. 1 et ensuite plus l'infini. Maintenant, f' s'annule pour plus ou moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi, 1 demi. C'est un trinôme, c'est du second degré. Ok, on étudie son signe comme le signe d'un trinôme du second degré. Je mets signe de A aux deux extrémités et signe contraire de A au milieu. Ok, maintenant, il y a ici, dans cet intervalle, F quoi, et dans cet intervalle, F de quoi, et dans cet intervalle, F quoi. Ok, maintenant, ce qui nous reste ici, tout à l'heure, on avait F de moins 1, F de moins 1 demi, F de 0, F de 1, mais pas F de 1 demi. Eh bien, je calcule F de 1 demi, parce que peut-être aura-t-on besoin de cette valeur. Eh bien, j'écris F de 1 demi, c'est 4 par 1 demi au cube, moins 3 par 1 demi, moins 1 demi. 4 par 1 demi au cube. 1 demi au cube n'est autre que 1 huitième. C'est 1 au cube qui donne 1, 2 au cube qui donne 8. Donc, on a 4 par 1 huitième, moins 3 demi, moins 1 demi. Maintenant, lorsqu'on fait 4 par 1 huitième, ça donne 1 demi, moins 3 demi, moins 1 demi. 1 demi moins 1 demi, ça donne 0. Il nous reste moins 3 demi. Donc, F de 1 demi peut être remplacé par moins 3 demi. À présent, je dresse un nouveau tableau. Ok? Donc, entre moins 1 et 1 directement, comme on l'a si bien demandé dans le texte, ou les données de l'énoncé, eh bien, je remplace F de moins 1 par sa valeur, F de moins 1 demi par sa valeur, F de 0 par sa valeur, F de 1 demi par sa valeur, et ensuite F de 1 par sa valeur. Ok, maintenant, nous allons à partir de ce tableau interpréter et prouver que F de x égale à 0 admet 3 racines réelles distinctes sur l'intervalle moins 1, 1. Ok, maintenant, si on remarque bien, nous partons avec le premier intervalle. L'intervalle moins 1 demi. Donc, on peut remarquer ici, F est monotone. C'est-à-dire, F, il n'y a pas plusieurs variations ici. La fonction F est monotone. C'est-à-dire, F croît uniquement. Il n'y a pas de croissante, décroissante en même temps. Puisque F croît, ok, sur l'intervalle moins 1 demi, donc F croît uniquement sur l'intervalle moins 1 demi, eh bien, je dis que F est monotone sur moins 1 demi. Et de plus, lorsque je fais F de moins 1, ça donne un nombre strictement négatif qui est moins 3 demi. Et F2, lorsque je fais F de moins 1, ok, F de moins 1 donne moins 3 demi qui est strictement négatif. Et lorsque je fais F de moins 1 demi, ça donne 1 demi qui est strictement positif. On reprend. F de moins 1 donne moins 3 demi qui est strictement négatif. F de moins 1 demi donne 1 demi qui est strictement positif. Eh bien, sur cet intervalle, F de A et F de B, comme dit dans l'exercice, change de signe. Ok? Donc, le produit va être toujours négatif. Puisque F de A et F de B changent de signe dans l'intervalle AB, eh bien, suivant le théorème des valeurs intermédiaires, TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe au moins une solution, mais ici, on n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'on a déjà prévu le cas. Suivant le sens de variation de f sur cet intervalle, c'est une seule racine, ça pourrait admettre, parce que c'est monotone. Pour qu'on n'ait plus qu'une racine, on devrait avoir plusieurs sens de variation. Mais puisque c'est strictement monotone, si ça admet une solution, c'est une solution unique. C'est pourquoi j'écris, il existe un seul alpha 1 de cet intervalle, moins 1 demi ouvert, tel que f2 alpha 1 donne 0. Ok, on continue avec la deuxième partie. On remarque bien, entre moins 1 demi et 0, ok, ça passe du positif au négatif. Ok,
Et c'est strictement monotone parce que ça décroît uniquement. Il n'y a pas plusieurs cas. Eh bien, j'écris f étant monotone sur moins 1 demi 0 et 2 plus f de moins 1 demi donne 1 demi qui est strictement positif. F de 0 donne f de moins 1 demi donne 1 demi qui est strictement positif. F de 0 donne moins 1 demi qui est strictement négatif. Alors, suivant le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un seul alpha 2 de l'intervalle moins 1 demi 0 tel que f de alpha 2 donne 0. Ok, maintenant, en regardant bien, si on prend l'intervalle 0,1, on aura quelques difficultés parce que sur 0,1 demi, la fonction ne change pas de signe. Ça reste toujours négatif. Puisque sur 0,1 demi, pas de racine, eh bien, on prend directement 1 demi, 1. Ok, donc je choisis de préférence au lieu de 0,1, je fais une restriction, je laisse l'intervalle 0,1 demi parce que suivant les variations de f de x n'admet pas de f de x égale à 0 n'admet pas de racine sur cet intervalle. Je choisis l'intervalle 1 demi, 1. Eh bien, puisque f est monotone sur l'intervalle 1 demi, 1, et de plus, lorsque je fais f de 1 demi, ça donne moins 3 demi qui est strictement négatif, et f de 1 donne 1 demi qui est strictement positif, eh bien, suivant le théorème des valeurs intermédiaires, on dit qu'il existe un seul réel alpha 3 de l'intervalle 1 demi 1, tel que f de alpha 3 donne 0. Eh bien, en conclusion, donc, comme nous pouvons remarquer, alpha 1 était dans un intervalle, alpha 2 est dans un autre intervalle, et alpha 3 est dans un autre intervalle. Eh bien, ça explique que ces trois racines-là sont non seulement réelles, mais sont aussi distinctes. Eh bien, f de x égale à 0 admet trois racines réelles distinctes, alpha 1, alpha 2 et alpha 3 comprises entre moins 1 et 1. C'est entre moins 1 et 1 parce qu'on avait vu que c'est dans le tableau, c'est entre moins 1 et 1 qu'on a étudié ça. Ok, c'est entre moins 1 et 1. Maintenant, pour terminer avec l'exercice, on demande de calculer cos 3 alpha en fonction de cos alpha. C'est simple. Cos 3 alpha n'est tout que 2 alpha plus alpha. Donc cos 3 alpha donne cos 2 alpha plus alpha. Maintenant, pour développer cos 3 alpha, il suffit d'utiliser la formule d'addition. La formule d'addition nous dit que cos A plus B donne cos A cos B moins sin A sin B. Eh bien, pour trouver cos 3 alpha, on applique cette formule. Au cas que A donne 2 alpha et B donne alpha, ça donne cos 2 alpha cos alpha moins sin 2 alpha sin alpha. Mais d'après la formule de duplication, cos 2 alpha donne 2 cos carré alpha moins 1. Et sin 2 alpha donne 2 sin alpha cos alpha. Eh bien, en effet, je remplace cos 2 alpha par sa valeur dans l'expression. Et je remplace sin 2 alpha par sa valeur dans l'expression. À présent, on chasse les parenthèses. 2 cos cube alpha moins cos alpha moins 2 sin alpha cos alpha par sin alpha. Ok, maintenant, sin alpha cos alpha par sin alpha, si l'on multiplie sin alpha par sin alpha, ça donne sin carré alpha. C'est pourquoi l'on écrit cos 3 alpha donne 2 cos cube alpha moins cos alpha moins 2 sin carré alpha cos alpha. Or, sin carré alpha donne 1 moins cos carré alpha, d'après la relation fondamentale de la trigonométrie. Eh bien, on remplace sin carré alpha par sa valeur. À présent, on a cos 3 alpha est égal à 2 cos cube alpha moins cos alpha. Maintenant, on chasse les parenthèses. Moins 2 par 1 par cos alpha, ça donne moins 2 cos alpha. Moins par moins, ça donne plus. 2 cos carré alpha par cos alpha, ça donne 2 cos cube alpha. Maintenant, on fait la somme. C'est 4 cos cube alpha moins 3 cos alpha. Donc, cos 3 alpha donne 4 cos alpha au cube moins 3. Ouais, 4 cos alpha. Donc, ce n'est pas 4 cos alpha qui est au cube, mais c'est cos alpha qui est au cube. 4 cos alpha au cube moins 3 cos alpha. Ok, maintenant, dans la dernière question, on a demandé de déduire les trois racines de l'équation f de x égale à 0 sous forme trigonométrique. Eh bien, on écrit, déduisons-en les trois racines de l'équation f de x égale à 0 sous forme trigonométrique. Ok, dans l'exercice, on avait demandé de poser
x égale à cos alpha. C'est en posant x égale à cos alpha qu'on va pouvoir résoudre cette équation. Eh bien, puisque f de x donne 0, lorsque x donne cos alpha, on va avoir f de cos alpha égale à 0. Pour calculer f de cos alpha, il suffit de remplacer tous les x par cos alpha. C'est pourquoi x cube devient cos alpha au cube, moins 3x devient moins 3 cos alpha, moins 1 demi égale à 0. Donc, c'est f de cos alpha. Maintenant, ça donne 4 cos alpha cube, moins 3 cos alpha, et je transpose moins 1 demi, ça donne 1 demi. Or, nous avons vu que cos 3 alpha donne cette expression-là. Ok? Voici l'expression 4 cos alpha au cube moins 3 cos alpha est l'expression de cos 3 alpha. Eh bien, je remplace cette expression-là par sa valeur. Donc, on a f de x égale à 0 veut dire que cos 3 alpha donne 1 demi. Maintenant, il suffit de résoudre cette équation trigonométrique. Or, cos 3 alpha égale à 1 demi, pour rendre l'équation homogène en signe et en ligne, j'écris cos 3 alpha est égal à cos pi sur 3, qui est l'équivalent de 1 demi. Donc, suivant la formule pour résoudre l'équation cos x égale à cos alpha, eh bien, on dit x est égal à 2 capi plus ou moins alpha. Eh bien, ici, le premier axe, c'est cos 3 alpha est égal à 2 capi plus ou moins le second axe qui est pi sur 3. On a 3 alpha égal à 2 capi plus ou moins pi sur 3. Et maintenant, si on tire alpha, c'est 2 tiers capi plus ou moins pi sur 3 sur 3. Lorsqu'on divise pi sur 3 par 3, ça donne pi sur 9. C'est plus ou moins pi sur 9, où k est entier relatif. Ok, maintenant, puisqu'on voudrait trouver l'équation sous forme trigonométrique, ok, on varie k. Pour k égale à 0, on trouve alpha est égal à... Donc, cette valeur-là va donner 0. On va avoir plus ou moins pi sur 9 exactement pour k égale à 0. Et bien maintenant, puisque x était égal à cos alpha, et c'est x qui est l'inconnu de l'équation, et bien j'écris x égale à cos plus ou moins pi sur 9. Ok, maintenant, le cosinus est une fonction, la fonction cosinus, c'est une fonction paire, et bien que l'on ait plus pi sur 9, moins pi sur 9, eh bien on va avoir cos pi sur 9, ok? Donc ça donne cos pi sur 9 exactement. Donc x égale à cos pi sur 9 est la première racine de cette équation sous forme trigonométrique. Maintenant, on varie k à nouveau. Pour k égale à 1, on a d'une part 2 tiers k pi devient 2 tiers pi, ok? D'une part, on met 2 tiers pi plus pi sur 9 et d'autre part 2 tiers pi moins pi sur 9. On résout l'équation. Le dénominateur c'est 9. 9 divisé par 3. 3 fois 2, 6. 6 pi plus pi sur 9. Et ici, 6 pi moins pi sur 9. Ok, donc ça donne 7 pi sur 9 d'une part, 5 pi sur 9 d'autre part. Ok, si on calcule x, comme pour tout à l'heure, x donne cos alpha, eh bien on va avoir cos 7 pi sur 9 ici, cos 5 pi sur 9 d'autre part. Ok, puisque ces deux valeurs-là sont distinctes, eh bien, on considère que les deux autres racines sont cos pi 7 pi sur 9 et cos 5 pi sur 9. Vous pouvez vérifier dans vos calculatrices, cos pi sur 9, cos 7 pi sur 9, cos 5 pi sur 9 sont trois racines réelles distinctes comprises entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions de l'équation sous forme trigonométrique. Mais cependant, il y a une nuance en mathématiques. Parfois, suivant la façon dont on résout l'exercice, un élève pourrait trouver un autre acte ici. Un élève pourrait trouver cos 19 pi sur 9. Cos 19 pi sur 9 est équivalent à cos pi sur 9. Cos 25 pi sur 9 est équivalent à cos 7 pi sur 9. Cos 23 pi sur 9 est équivalent à cos 5 pi sur 9. Eh bien, pour éviter toute discussion possible, eh bien, je généralise la situation. Eh bien, de façon générale, les trois racines réelles distinctes sont cos 2k pi plus ou moins pi sur 9, cos 2k pi plus ou moins 7 pi sur 9, cos 2k pi plus ou moins 5 pi sur 9, avec k appartient à z. Ok? Donc ça, c'est l'ensemble des solutions.
Ok, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Merci et bonne journée.